Madame Hofmeier, vous avez la parole. Merci, Philmal. Bonjour tout le monde, j'espère que le son est bon. Je suis dans ma voiture en pleine transition à travers la Suisse. Une première remarque me vient à l'esprit comme paysagiste qui intervient dans ce congrès. C'est l'image qui est utilisée pour illustrer le congrès, qui est une image de paysage. Et on y voit très bien les outils du paysage, l'eau, le végétal, le sol. Vous m'entendez? C'est bien pour un truc sur le climat. Oui, c'est bon. Ouais. C'est bon. Donc je disais l'eau, le sol, le végétal, on voit des habitants au loin et on voit un paysage partagé et utilisé. C'est assez précisément, cette image illustre très bien ce que je vais essayer de raconter aujourd'hui. On m'a demandé qu'est-ce que concrètement on fait en tant que paysagiste dans sa pratique ordinaire quotidienne. Il me semble utile de redire un petit peu ce que c'est que le paysage, assez simplement, et les paysagistes et leur métier, avec quelques éléments assez simples. Madame Hofmeier, je m'excuse, pour l'instant, on voit qu'un écran noir. Ah, pourtant, j'ai partagé mon écran. Et là? Là, voilà, on voit le PDF. On voit le PDF. Alors, c'est quand je le mets en plein écran. Là, je le remets en plein écran. Est-ce que vous le voyez? Non, c'est noir de nouveau. D'accord. Alors, c'est quand je le mets en plein écran. Donc, je vais sortir du plein écran. Autrement, on peut partager nous. C'est comme vous, si vous voulez, oui. Ça m'est égal. Ouais, je pense que c'est le plus simple. Oui, d'accord. Si, J'arrête de partager. ouais. Je Et je demande à Samuel, kannst du die Präsentation teilen? Et puis vous dites simplement continuer s'il faut changer. Tout à fait. Voilà, c'est très rapide. Merci. Donc, le propos, c'est de parler de ce qu'on a appelé, dans l'étude préalable pour une conception paysage cantonale à Genève, c'est d'installer un réflexe paysage dans tous les métiers de l'aménagement du territoire, partant du principe que les outils du paysage sont ceux qui permettront de protéger le climat. Donc ça, c'est un principe un peu de départ. Vous pouvez continuer. Donc, redire qu'au niveau de la Confédération, il existe bien sûr une conception paysage au niveau suisse qui maintenant est en train d'être mise en œuvre, élaborée dans plusieurs cantons et qui précise une marche à suivre pour les cantons pour élaborer ces conceptions paysages cantonales. Et suivant. Redire que les paysagistes en Suisse, c'est une profession qui est à la fois très minoritaire par rapport à nos collègues architectes qui sont beaucoup plus nombreux, mais c'est quand même une formation qui existe déjà depuis 50 ans, puisqu'on va fêter le 50e anniversaire des deux écoles de paysage suisses, Genève et Rapperswil, que chaque année, c'est environ 50 jeunes architectes diplômés qui sortent niveau bachelor sur le marché du travail, qu'il existe des formations maintenant supérieures de niveau master, aussi bien à Genève qu'à Rapperswil, et que nous avons une fédération professionnelle qui regroupe 700 membres au niveau national. Vous pouvez continuer. Comment se pratique ce métier? Tout ça pour vous dire que les paysagistes sont quand même un petit peu partout, même si on est encore souvent un petit peu des nains de jardin, on est quand même souvent dans beaucoup d'institutions. Donc dans les bureaux d'architecture du paysage, qui sont souvent des petites structures, dans les bureaux d'architecture ou d'urbanisme, où de plus en plus il y a des paysagistes qui sont engagés au sein de ces bureaux, qui sont actifs en général dans l'aménagement de l'espace public, aussi dans les administrations fédérales, cantonales et communales de plus en plus, notamment grâce au master, où les paysagistes entrent dans les services d'urbanisme et d'aménagement. Et puis, dans les entreprises de paysagisme, ce n'est pas négligeable, qui ont aussi des bureaux d'études. Donc, l'ensemble participe à ce réflexe paysage, à insuffler dans les différents métiers du territoire ce réflexe paysage. Le climat, c'est un jeu de mots. Le climat est favorable au paysage en ce moment. Développer le territoire par et avec le paysage, on l'entend de plus en plus, on s'en réjouit beaucoup comme paysagiste évidemment, même si évidemment on n'a pas du tout toutes les solutions, mais on a quand même quelques outils et une certaine habitude de manipuler les outils qu'on va appeler du vivant, que n'ont peut-être pas, ou moins en tout cas, les architectes et les urbanistes, et c'est là vraiment, comme on a à la fois des compétences
d'aménagiste et ses compétences dans le vivant qu'on peut faire un lien entre les différentes professions qui sont actives dans le territoire et qui pourraient être les acteurs assez clés, on va dire, dans cette préparation de la ville et du territoire au changement climatique. Donc, par tous ces petites touches qui sont réparties de notre métier et ce savoir-faire, c'est là-dessus qu'on appuie l'idée qu'un réflexe paysage est possible. Par notre proximité les uns les autres, nos échanges, il y a cette possibilité. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un peu ça, c'est de dire, sans vouloir du tout réduire la question du paysage à 5 outils. Hein. On est évidemment tous au courant que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, qu'une vie de pratique ne suffit pas à en maîtriser tous les enjeux. Mais néanmoins, il y a quand même ces cinq thèmes qui sont vraiment presque des outils dans la conception, mais aussi dans l'évaluation des projets des autres, ce qui nous arrive à tous de faire, d'être un temps du côté de la conception et puis un autre temps d'être plutôt du côté de l'évaluation quand on siège dans des commissions, ce qui est mon cas, mais on peut aussi être dans des jurys, ce qui arrive aussi, etc. Et de lire les projets au-delà du ça me plaît pas, évidemment, mais avec ces 5 clés de lecture. Alors moi, c'est des clés que j'utilise beaucoup, à la fois dans l'enseignement, à la fois dans ma pratique de conception d'espace public, de paysage ou d'études, et aussi dans ces rôles d'évaluation des projets des autres. Donc ces 5 outils, c'est le sol, socle, on le cite toujours en premier, l'eau, le végétal, le patrimoine au sens large, et puis la valeur d'usage. Donc voilà un petit peu ces cinq thématiques, je les détaille un tout petit peu dans la suite. Donc ils sont efficaces concrètement, ça paraît peut-être abstrait si on ne les manipule pas tout le temps, mais ils sont assez efficaces concrètement parce qu'ils appartiennent autant au rural qu'à l'urbain. La question du sol et de la préservation de la pleine terre, notamment, ou de la manière dont on traite le sol en général avec des matériaux perméables ou non, etc., elle se pose autant en ville qu'en périphérie qu'à la campagne. Ces 5 thèmes sont en lien avec la biodiversité, la fertilité, évidemment la régulation climatique. Ils sont transversaux et aptes à consolider le réseau des espaces ouverts à toutes les échelles. Donc on parle d'un aménagement de pieds d'immeuble à l'échelle d'un immeuble ou de tout un quartier ou même à la transition d'une ville entière. Toutes ces thématiques peuvent aider à concevoir des processus de planification et des réalisations. Et puis enfin, ils définissent un ensemble de références, y compris sociales et culturelles, bien sûr. Il ne s'agit pas du tout de cantonner le paysage à des valeurs naturelles, sol ou végétales, mais il y a aussi la dimension sociale et culturelle. Par culturelle, j'entends la question notamment du patrimoine, au sens large, hein, pas seulement les villes anciennes, mais aussi le patrimoine d'aujourd'hui. Donc, des références qui sont valables pour le développement urbain et des infrastructures. Donc, si on commence par le sol, une attitude de réflexe paysage, on va dire, ce serait d'avoir systématiquement, non pas une vision à l'échelle de l'objet ou de vision un peu comme ça, un peu réduite, on va dire, mais c'est de considérer le sol visible, donc la surface, le parcellaire, le foncier, la question de la propriété, de la dimension, donc mais aussi la question de son épaisseur, la topographie, le relief. Donc la topographie oriente l'aménagement du territoire, la disposition de l'habitat, des infrastructures et des activités. Peut-être on passe à la suivante, avec un tout petit dessin qu'on avait produit dans le cadre de l'étude préalable pour la conception paysage cantonale Genève, où on a essayé de proposer des exemples assez concrets de décharge de matériaux inertes dans le paysage. Quelle option on prend? Si vous voyez le petit dessin de gauche, on prend une échelle assez large, on regarde donner au pied du Jura avec ces derniers soubresauts qu'a le pied du Jura jusqu'au lac. Est-ce qu'on continue ce système on s'intègre dans ce système d'ondulation du paysage? Ça, c'est une manière de faire qui dit on a pris en compte le paysage. Ou alors, on est dans un autre cas de figure, on a une voie historique très ancienne, avec son nivellement, son tracé qui est, et qu'on va remplir de part et d'autre avec ces déchets de matériaux inertes. Alors, plutôt que de surélever la route,
ou plutôt que de venir avec les talus juste de côté et de lui faire perdre son identité de voie ancienne, donc lui préserver son espace au-delà du ruban routier, eh ben on a plutôt ce type de dessin comme le deuxième, où on repousse un peu cette nouvelle topographie pour laisser cette route respirer, on va dire. Puis on a une troisième approche qui pourrait être urbaine, et plus urbaine, on va dire, puis qui dirait, bah, cette topographie, elle peut nous servir à faire une protection. Et là, on travaille plutôt avec un remblai qui fait talus, par exemple, le long de l'autoroute. Ça, c'est des projets qui sont en cours, qui vont exister à Genève, et de dire à des gens qui vont s'occuper de cette topographie, qui sont des gens de gestion des déchets, qui ne sont pas des gens de paysage ni de projet, essayez d'avoir un réflexe paysage quand vous remblayez des dizaines de milliers de tonnes de matériaux le long d'une voie historique, eh ben, c'est un peu ce genre de réflexe auquel on s'attend. Voilà encore un petit exemple à une autre échelle. Là, on était à la grande échelle, là, on est à la petite échelle hein, de la maison. Nous, on trouve que l'exemple, le petit dessin du haut, c'est plutôt ce qu'il faut faire quand on construit un nouveau projet, hein, en particulier dans les zones villageoises plutôt. On se met en relation avec l'espace public sur le même niveau, plutôt que d'essayer, en raison notamment du parking souterrain, parce qu'on ne veut pas trop creuser, de faire sur ce qu'il y a sur l'image du bas, c'est-à-dire faire une disruption, pour utiliser un mot à la mode, entre l'habitat, la maison et l'espace public. Ça, on trouve que généralement, ça ne fonctionne pas très bien et c'est là ce qu'on voit le plus souvent. Le sol, ce n'est pas seulement une surface et une topographie, c'est bien sûr un milieu vivant, une profondeur, un système vertical. J'aime bien utiliser cette image de machine verticale plutôt que simplement de questions foncières et de surface. En tant que milieu vivant, je ne vais peut-être pas m'étendre là-dessus, vous le savez tous, mais enfin, ce sol, il conditionne la qualité des espaces ouverts et s'il est construit, s'il est sur dalle, et même si on le remblait, en reconstituant des sols, on n'aura jamais la dynamique naturelle d'un sol non construit. Donc, infiltration des eaux, stockage du CO2 et aussi, qui fait donc de cette question de la protection du sol un outil fondamental pour la question du réchauffement climatique. Je vais me dépêcher un peu. Il y a aussi la question de l'eau, évidemment, toujours cette même attitude d'observer, de comprendre l'eau, essayer de voir où elle va, essayer de se dire, je ne vais pas tout mettre dans mon projet, dans les canalisations, je vais essayer de maximiser les surfaces perméables pour une meilleure infiltration, toujours dans un objectif de rafraîchissement, mais aussi de sol vivant, avec des effets ensuite sur ce qu'on va planter ensuite dans ce sol. Donc, tenir compte de l'eau, là, je mets deux exemples que je trouve assez parlants. Il n'y a pas besoin de trop développer. Celui de gauche, c'est un projet, c'est le CEVA, hein, c'est une grosse infrastructure genevoise, où vous avez, je ne sais pas si vous la voyez, mais en bas à gauche, il y a une rivière. Donc, c'est une énorme infrastructure qui a été construite sur la rivière. Alors là, j'ai envie de dire, je ne sais pas qui s'est occupé de ça et ce n'est pas la question, mais j'ai envie de dire, la personne qui s'est occupée de ça n'a pas du tout mis cette question de l'eau au centre de son projet parce qu'il ou elle n'aurait pas fait ça. Dans l'autre, alors on est dans un milieu évidemment moins contraint et puis l'exemple n'est peut-être pas hyper comparable, mais je le montre quand même, où c'est un exemple à Zurich, où là on se dit, ben, l'eau, plutôt que de la mettre dans le sous-sol, dans une canalisation, on en fait un paysage, un micro-paysage à l'échelle d'une rue, mais un paysage avec tout ce que ça peut apporter en termes de climat, mais aussi de qualité d'habitat. Je ne suis pas loin de penser, même si l'exemple est un peu dur pour les gens du CEVA, qu'on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus proche de l'image de droite que de ce qui se passe sur l'image de gauche. Le végétal, évidemment, il dépend des deux paramètres précédents. Hein. Observer, comprendre la végétation existante. Quand on arrive, on ne fait plus aujourd'hui, je crois, en tout cas les paysagistes, on ne fait plus ça. On ne fait plus table rase du végétal. Même s'il y a des sapins bleus, puis des forsythias, puis que ce n'est pas nos espèces préférées, puis qu'on aimerait mieux planter des choses plus à la mode. Si ces arbres sont en forme, qui sont déjà grands, on n'abat plus pour imposer une autre image. On essaie de faire avec. En tout cas, c'est notre pratique et j'ai l'impression que de plus en plus, dans les différents projets auxquels je peux participer, que cette chose-là, elle entre en ligne de compte. Je ne vais pas m'étendre sur le rôle des arbres dans la question de la régulation du climat. Un tout petit exemple hein, sur le site précédent, sur les images précédentes qui montrent un arbre il y a tout juste 2019, donc une ancienne villa avec son ancien jardin et ce cèdre bleu.
on démolit la villa, on densifie, donc typiquement de construire la ville sur la ville, hein, construire la ville sur la villa en l'occurrence. Là, c'est un peu dommage, c'est une villa ancienne. Je préférerais qu'on le fasse sur d'autres zones villas, mais c'est une autre question. Et là, on construit la ville donc sur la villa ancienne et on protège tant bien que mal l'arbre, mais le sous-sol est tellement remué par ces constructions et le contexte hydrique est tellement secoué par ce projet que l'arbre est mort en 1 an et demi. Ceci dit, je mettrai une petite nuance. Cet arbre a remis des feuilles, ce cèdre bleu, a remis quelques feuilles là, avec ce début de printemps très pluvieux. Je me suis dit, tiens, il y a de la résilience. Et c'est vrai qu'il y en a dans la végétation. Il ne faut pas sacraliser les arbres non plus trop. Je tiens vraiment à le dire. Il ne faut pas devenir intégriste de l'arbre. Il y a un peu de résilience, mais là, il commence à nouveau à jaunir. Donc, c'était voilà, un espoir de faible durée. Le patrimoine, alors de nouveau, c'est le patrimoine au sens large, au sens du contexte. Hein. Ce n'est pas les vieilles pierres uniquement, bien sûr, si elles sont des éléments de culture très importants, mais l'histoire du site, ses monuments et ses valeurs, ces monuments, y compris un hôtel de ville des années 60, pour prendre un exemple dont j'ai traité ce matin, il a tout autant de valeur que la maison de ville ancienne du 18e ou du 19e siècle. Et ce n'est pas que le bâti, c'est évidemment aussi les sites et les monuments des sites. C'est-à-dire le grand arbre que je viens de vous montrer, pour moi c'est un monument aussi, il aurait mérité beaucoup plus de protection autour de ce chantier que ce qu'il en a eu. Donc tenir compte de ces éléments-là, ça peut aussi être un petit buffet de gare, pour prendre un autre exemple, au milieu d'un quartier en complète mutation, qui tout à coup est un témoin d'une époque et qui donne juste un peu d'âme. Et tenir compte de ces éléments-là, c'est aussi le travail du paysagiste qui ne s'occupe pas que du non-bâti, ça fait aussi partie des paysages, et puis les valoriser comme des éléments importants dans le projet du territoire. Le patrimoine, c'est aussi le paysage, hein, au sens de bien commun. Ça, c'est un petit exemple. C'est un paysage voilà, que tous les Genevois connaissent sur la jonction, qui est juste, là, ma photo est un petit peu sombre, mais qui est juste un paysage incroyable, où les eaux du massif du Mont Blanc et celles des Alpes du Rhône, quoi, valaisannes, se rejoignent dans un spectacle assez extraordinaire. Et il y a cette barrière de sécurité qui a été installée, qui est très haute et qui empêche la vue du paysage. Personne n'avait imaginé, à part un petit peu nous au patrimoine, on a un petit peu tiré la sonnette d'alarme, mais pas assez fort. C'est donc une barrière anti-suicide. Personne n'a pensé qu'il y aurait un tel soulèvement populaire qui a dit c'est un belvédère, c'est notre paysage, enlever cette barrière, abaissez-la, ouvrez des fenêtres. Donc ça, c'est un débat qui est en cours à Genève et la ville est en train de faire machine arrière pour dire oui, on va redonner la vue sur ce paysage parce que les gens râlent, comme vous le voyez sur l'image de droite. On avait fait ce petit texte pour expliquer un peu l'histoire de ce pont et puis dessous, quelqu'un a écrit notre belvédère a été transformé en prison. Donc il y a ça aussi, pour moi, c'est du patrimoine. C'est pas que la cathédrale, hein, c'est aussi les vues. Et tenir compte de ça dans les projets, c'est un réflexe paysage, c'est un réflexe de paysagiste qui n'est peut-être pas encore partagé partout. Là, la preuve, bon, c'est toujours les mêmes. C'est de nouveau le Céva, je leur casse un peu du sucre, mais c'était un peu la même démarche que la rivière avant. Et puis, bien sûr, la valeur d'usage, on vient d'en voir un exemple juste là avec les habitants, les usagers qui tout à coup disent « mais attendez, pour moi, cet endroit est important. Pour vous, il ne l'est peut-être pas. » Parce que vous travaillez, on nous reproche souvent d'être trop dans les bureaux, mais voilà, même si on fait beaucoup de terrain aussi. N'oubliez pas, venez voir, quoi. Venez voir ce qui se passe entre 5h et 19h à cet endroit. Venez voir comment il vit, quels sont les éléments qui sont à conserver, même quand on détruit tout un site et qu'on le reconstruit, essayez de restaurer ces valeurs d'usage. Et ça, c'est que de l'observation et de la compréhension. Au début de chacun de ces 5 thèmes, j'ai mis cette question d'observer et comprendre. C'est ce temps d'attente, d'analyse, pour après se lancer dans le paysage. Et ce temps d'observation et de compréhension, c'est d'abord d'écouter les gens qui connaissent le mieux ces territoires, c'est-à-dire les habitants, les usagers, les professionnels aussi. Et puis développer des projets à cette échelle quotidienne et à l'échelle du piéton, et puis pas juste le geste visible, architectural, etc. Cette valeur d'usage, j'aime bien aussi l'illustrer avec un thème qui m'est cher aussi, c'est la question de la baignade en eau vive dans les villes suisses, qui est une pratique, comme vous le savez, qui rend les étrangers très, très envieux souvent.
et qui consiste à traverser les villes à la nage. Donc, il ne s'agit pas d'aller faire trempette puis de remonter sur la rive, sur son linge, mais vraiment de partir d'un point A jusqu'à un point B. On le fait à Berne, on le fait à Genève, on le fait à Zurich, on le fait à Bâle, on le fait à Thun, on le fait encore dans d'autres villes, je ne les ai pas encore toutes pratiquées. Et c'est une autre manière d'être en rapport avec ce que moi j'appelle la vraie nature en ville. Ce n'est pas les mesures, c'est aussi des mesures, de faire des toitures végétalisées bien sûr, mais là, le rapport corporel, physique avec l'eau dans la ville, c'est quelque chose de très fort. Et je pense que, je suis assez convaincue, mais l'avenir nous dira, que c'est une manière de réinventer la ville, la manière de vivre en ville, et qu'elle est très en avance sur la planification. Ces installations de baignade en eau vive sont généralement très sous-dimensionnées par rapport à l'engouement populaire. On le voit sur l'image centrale, où il y a beaucoup de monde qui a envie, qui a besoin de ça pour se rafraîchir en particulier. Et ça pose la question de l'eau dans les villes, dans toutes les villes suisses, à part quelques exceptions comme Winterthur, je crois, qui n'a pas une grande rivière qui coule au milieu. Toutes les villes suisses sont organisées autour de l'eau. Et qu'est-ce qu'on fait de ces rivières? Comment on planifie ces rives? Est-ce qu'on les planifie? Est-ce qu'on les laisse sauvages? Tout ça, c'est des questions de paysage, d'usage, de patrimoine, de végétation, de nature, de pression sur la nature. Et pour moi, tout ça, ça rejoint cette question du climat et du confort climatique qu'on pourrait apporter avec ces 5 outils que je viens de rapidement vous détailler. Et je vous remercie pour votre attention avec cette très belle image d'un photographe, Stéphane Nodicol, excellent. Merci beaucoup. Merci Madame Hofmeier avec ça, de nous avoir fait un magnifique survol sur la prise en compte du paysage et comment l'intégrer aussi dans les projets d'aménagement du territoire. Avant de passer la parole à Daya Stutz, puis de pouvoir faire poser une question de sa part à vous, j'aimerais juste donner une information technique ou organisationnelle. On a remarqué que sur le Padlet, il y a eu plusieurs échanges vraiment intéressants, plusieurs questions posées, qu'il serait dommage de ne pas réutiliser, de n'en rien faire. Il faut aussi que vous soyez écoutés dans ce qui s'y est échangé. En plus, ce savoir rassemblé, toutes ces personnes ici présentes dans la salle Zoom, c'est une richesse incroyable qu'il ne faut pas laisser passer. Or, il ne nous sera pas possible, dans le temps qui nous est imparti, de répondre à toutes ces questions, de pouvoir vraiment relever tous ces éléments de discussion. Donc, nous vous proposons de reprendre ces différents échanges sur le Padlet et de les mettre à disposition sous une forme ou sous une autre avec les enregistrements des exposés. On vous a dit qu'on enregistrait les exposés et qui seront sur notre site. Nous informerons par le biais de nos news une fois qu'ils seront à disposition. De plus, le Padlet sera ouvert encore pendant une semaine. Si vous voulez garder, par exemple, le lien du Padlet pour pouvoir y répondre ou rajouter encore des questions, et notamment, en particulier, les intervenantes et intervenants, si vous voulez aussi répondre à certaines questions qui y ont été posées. Voilà pour la partie un peu technique, organisationnelle. Monsieur Stutz, vous êtes là, vous êtes urbaniste et paysagiste. Vous co-dirigez un jeune bureau de paysagistes et d'urbanistes, donc vous êtes aussi du même métier que Madame Hofmeier. L'interdisciplinarité que vous travaillez dans ce bureau explique aussi certainement votre succès, notamment dans la revalorisation des places publiques. Du moins, c'est comme ça que je le comprends. Je trouve que vous avez entendu comment procède Madame Hofmeier, son credo, ses 5 questions, votre condisciple dans le domaine de la Landschaftsarchitektur. Quelles questions souhaitez-vous lui poser? So, jetzt. Guten Tag, hallo miteinander. Ich hoffe, ihr hört mich alle. Ja, vielen Dank, Valerie Hofmeier. Das war eine sehr interessante Übersicht, so ein holistisches Bild von unserem Berufsstand. Meine Frage wäre wirklich zum Thema Klimaschutz. Wo sehen Sie, müssten diese Impulse, die Sie angesprochen haben, die unsere Disziplin bringen sollte,
welche Impulse müssen kommen, um wirklich beim Klimaschutz aktiver zu werden? Alors, si je répète la question, dans quel domaine, de quelle manière ces 5 inputs peuvent participer à la protection du climat? C'est juste? Il voulait plutôt dire quelles sont les impulsions que votre discipline des paysagistes pourrait donner à la protection du Klima. C'est ça ou bien, Monsieur Stutz? Ja, genau. Sie haben jetzt sehr allgemein gesprochen. Was wäre konkret für Klimaschutz, wo unser Berufsstand wirklich gefordert ist? Welche Impulse oder was muss passieren, damit da mehr passiert? Quelles seraient les impulsions plus concrètes à donner pour qu'on fasse vraiment de la protection du climat? Je vais donner un exemple très concret. Dans ma pratique, hein, dans la commission dans laquelle je siège, qui s'occupe je travaille surtout, c'est surtout des architectes et des politiciens qui sont dans cette commission. Il y avait la question du sol, par exemple, n'était pas du tout ou très peu une question dans des périmètres où l'enjeu paysager est très fort, par exemple le périmètre de protection autour du lac. Et cette question du sol, de la pleine terre, c'était, voilà, on analysait les projets sur des critères esthétiques, d'implantation topographique des bâtiments dans la côte, des choses comme ça. Et dessous, on pouvait faire à peu près tout. On se retrouvait parfois avec des parcelles presque complètement excavées, avec un sol complètement artificialisé, parce que la maison était en très haute performance énergétique. Enfin, elle cochait toutes les cases. Elle mettait plus de stationnement dans le sous-sol qu'en surface, donc c'était plutôt quelque chose d'apprécié, etc. Et je me suis retrouvée pendant 2 ans, je dirais, la paysagiste. Hein, certains de mes collègues m'appelaient Pâquerette, hein, pour vous dire un peu le rôle que j'avais dans ce contexte-là, à dire, mais il faut limiter les constructions en sous-sol à l'aplomb du bâtiment. On ne peut plus continuer à faire des sous-sols dans des régions très riches comme la région de Genève. Je pense qu'à Zurich, c'est pareil. On ne peut plus continuer à créer des sous-sols de X mètres carrés avec des salles de sport, avec des piscines couvertes, qui dépassent complètement l'emprise de la villa et des parkings souterrains. Certes, la législation permet d'aller très loin et de le faire, et d'excaver complètement ou presque des parcelles, mais on ne peut plus continuer à faire ça. Donc, à force de le dire, Pâquerette, elle a fini par être un petit peu entendue. Et puis, on a élaboré une directive, qui n'est pas une loi, mais qui est une fiche de bonne pratique, quelque part. Puis qui met ça en œuvre, qui dit à partir de maintenant, pour des raisons de protection du climat, de protection des sols, de protection du paysage, parce que le sol, c'est le socle du paysage, c'est là où on va planter, etc. Puis sur dalle, ça ne marche pas très bien. Eh bien, on a beaucoup de bonnes raisons, en lien direct avec la question qui nous occupe aujourd'hui, de dire à partir de maintenant, c'est maximum 1/3 de la parcelle qui peut être imperméabilisée. Alors, pour des grandes parcelles, ce n'est pas super efficace. Pour des petites parcelles, ce qui est de plus en plus le cas, parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner, donc tout le monde saucissonne toutes ces parcelles pour les revendre et les construire, ça commence à devenir assez efficace. Et ce n'est pas une loi, c'est une directive, c'est une bonne pratique. Et ça, c'est entré dans la pratique genevoise, y compris dans des régions, des zones du canton, avec beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir. Et on commence, depuis maintenant 4 ans, 3 ans, on arrive à appliquer cette règle. Et on voit les permis de construire arriver, c'est très concret, les permis de construire arriver qui montrent dans le cartouche du plan que 1/3 de la parcelle a été construit avec toutes les déductions. Si les gens mettent des matériaux semi-perméables, ils peuvent compter comme demi, ça compte comme demi, etc. On a donné quelques fourchettes assez à la louche, comme ça, assez grossières. Mais ça a permis de contenir un petit peu. On ne fait plus des sols en béton, on ne les construit plus en sous-sol, en tout cas beaucoup moins, pas encore autant que je voudrais. Mais néanmoins, pour cette question du sol, cet outil du sol, je suis très fière, j'avoue, hein, je le dis, je m'en vante. Je suis très fière d'avoir réussi à faire ça, à aller jusque-là. Et puis à chaque fois que je vois un cartouche d'un plan pour une autorisation de construire qui dit on a 1/3, 2/3 de pleine terre, moi je trouve que c'est une vraie avancée, quoi. C'est un exemple très concret. C'est long. Puis il faut se faire un peu appeler Pâquerette pendant un moment, quoi. Je ne pense pas que M. Stutz se soit fait appeler Pâquerette, mais il va nous montrer comment lui gère la question aussi comme urbaniste paysager, comme urbaniste